quantique, alors intelligence artificielle ou les technologies liées à l'intelligence artificielle, peu importe, donc on parlera d'intelligence artificielle, même pour parler de machine learning, deep learning, NLP, etc. Donc vous m'excuserez pour ne pas rentrer dans les détails. Et surtout, pourquoi c'est important? En quoi ça change le marketing? Est-ce que c'est un marketing nouveau ou pas? Et puis, quelles sont les technologies et à quel moment, donc, ça peut être utile pour nous? Est-ce que j'ai assez blablaté? Cool. Quel timing. Alors, très bien. Et donc, en fait, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi aujourd'hui ça devient important? Pourquoi aujourd'hui on parle d'intelligence artificielle? Je suis sûre qu'ici, dans l'assistance, il y a des techniciens, il y a des développeurs, des ingénieurs et d'autres qui savent que l'intelligence artificielle remonte à très très loin. Alors, quelques décennies quand même. Alors pourquoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé en marketing? Il y a 2 ou 3 choses qui ont changé quand même. Le premier qui a changé, c'est la base de notre métier en marketing, c'est le client. Le client aujourd'hui est un client alors, digitalisé, alors omnicanal, géré omnicanal pour mettre dedans tout ce que vous connaissez. Alors il est digitalisé, il veut être servi rapidement, tout de suite, il veut de la personnalisation, il veut de la pertinence, il veut des outils gratuits, il veut tout de suite. Donc ce client d'aujourd'hui, et ce n'est pas seulement lié à l'âge, mais certainement on a une génération qui est très liée au digital, et le digital fait partie de son vécu. En fait, il ne faut pas aujourd'hui lutter contre le digital, mais il faut l'instrumentaliser donc pour mieux faire son travail. Deuxième chose, qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est l'explosion de la donnée. Alors, je dirais données ou data, etc. Alors, quand je dis l'explosion, je vous passerai en fait tout ce que vous voyez passer sur Internet, sur il y a combien de données par seconde générées par la vidéo, générées par Instagram, générées par les réseaux sociaux, etc. C'est énorme. Alors, non seulement la quantité, mais il y a également la variété de ces données. Voilà un peu ce qui a changé. Avec tous les points de contact qu'on a avec le client, surtout par rapport au digital, là, on est face à beaucoup d'informations. Ce qui a changé également, c'est qu'aujourd'hui, on dispose quand même de moyens et de machines. Alors, je n'oserais même pas parler de quantique. Alors, je parlerai seulement de machines qui font du calcul, parce qu'on a discuté il y a quelques minutes. Mais les machines sont capables aujourd'hui de faire beaucoup de calculs, et ça a aussi changé un peu la donne. Les technologies aujourd'hui liées à l'IA, ou les technologies qui se basent, disons liées à l'IA, je parle de machine learning, de deep learning ou autres, sont aujourd'hui un peu plus disponibles, un peu à la portée, puisqu'on trouve même des bibliothèques d'algorithmes, on peut faire appel aussi à des professionnels, à des entreprises qui sont spécialisées, et il y a beaucoup d'offres, et on peut même utiliser l'IA as a service. Donc là aussi, ça veut dire qu'on peut faire beaucoup de choses sans être forcément très technicien, et retenez ça pour tout à l'heure. Mais avant, je souhaiterais rappeler les fondements du marketing. Je ne vais pas faire de cours, rassurez-vous. Pourquoi je rappelle les fondements du marketing? Parce que, ce que je disais tout à l'heure, le marketing n'a pas changé. La base du marketing n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, on a des outils, et ces outils permettent de faire beaucoup de choses. La base du marketing, et j'y crois sincèrement, et je n'accepterai pas quand on dit on fait du marketing, quand on veut vendre quelque chose, ou quand c'est de la triche, on dit bah, ça n'est que du marketing. Non, le vrai marketing, le marketing a comme objectif final la satisfaction. J'ai rajouté fidélisation du client, parce qu'aujourd'hui, cette notion de loyalty est très importante. Alors, pour fidéliser le client, il faut connaître son client. Tout à l'heure, on a parlé d'information. Ça, c'est la base du marketing depuis Philippe Kotler, pour les plus vieux ici, qui en ont eu comme ça de Philippe Kotler et Dubois. Et la connaissance du client nous permet de faire quoi? Je ne parlerai pas aussi des études, je prendrai des éléments de base du marketing. Ça nous permet de segmenter son marché, parce qu'aujourd'hui, on n'aborde pas, depuis hier, depuis avant-hier, depuis des décennies, on n'appréhende pas aussi le marché de manière donc globale. Il faut segmenter. Et quand on segmente aussi, on a besoin de connaître le profil de ces segments. Donc, on a besoin de faire du profilage. Pourquoi on a besoin de faire du profilage? Eh bien, tout simplement pour pouvoir cibler quelques segments. Alors, ce ciblage, effectivement, c'est pour qu'on puisse faire ce qu'on est, on est payé pour, c'est des offres personnalisées. Alors, là, pour ne pas mettre beaucoup de choses, j'ai mis offre personnalisée, le bon produit, la notion de valeur, pour ne pas parler de produits et services, au bon prix, ça c'est mes premiers cours de marketing. Ça n'a pas changé, aujourd'hui c'est pareil aussi.
Maintenant, ben, le bon message, la bonne promo, alors mettez tout ce qui est bon, hein, l'optimisation, c'est ça le marketing. Pourquoi? Pour arriver à cette satisfaction client. Ça, c'est la base du marketing et ça n'a pas changé. Ici, juste une petite correction, parce qu'il y a alors quelque chose qui a changé en fait, c'est qu'aujourd'hui on parle beaucoup d'expérience client. Alors moi je parle d'expérience client qui est CXM en fait, c'est pas UX, parce que UX c'est User Experience, et CXM c'est Customer Experience Management. Okay, et là la notion aujourd'hui, ce qui a aussi changé, c'est qu'aujourd'hui on ne parle que, enfin on parle beaucoup de cette notion d'expérience client, comment faire de cette expérience client une expérience sans couture, enchantante, waouh, etc. Et les qualificatifs et j'en passe. Voilà un peu la base du marketing. Et l'intelligence artificielle arrive pour augmenter, vous savez le mot augmenter qu'on utilise aujourd'hui, augmenter le travail du marketeur, c'est-à-dire à chaque étape, on peut faire mieux tout ce que le marketing a l'habitude de faire. Voilà tout ce qu'apportent toutes les technologies et l'IA précisément. Pourquoi l'IA précisément? Parce que l'IA, en fait, nous fait rentrer dans une nouvelle ère, si vous voulez. Hein. Donc là, on a un premier niveau avec toutes les technologies de l'IA qui vont nous permettre ce qu'on faisait avant, l'automatisation. Alors, automatiser parce qu'on peut analyser les données. Automatiser parce qu'effectivement, l'analyse des données peut mener à l'automatisation, j'y arrive, des processus. Alors, maintenant vous allez me dire, vous pouvez me dire, mais je le dis, on automatisait, on analysait les données avant. Je suis du genre à répondre à des questions qu'on ne me pose pas. Parce qu'en fait, moi j'ai utilisé beaucoup de logiciels d'analyse des données depuis que j'étais étudiante. Et on a les régressions simples, multiples, les clustering, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on utilisait. Alors ce qui a changé aujourd'hui, c'est que quand on regarde un peu, on m'a montré un peu comment fonctionne le machine learning, que ce soit supervisé ou non supervisé. Ce que j'aime dans ces analyses, c'est que ça peut vous mener à des modèles que vous ne soupçonnez pas avant. Ça, c'est intéressant. Et dans la segmentation en marketing, ça peut être très, très utile. Vous savez, là, vous partez toujours, votre segment, enfin, les critères les plus importants, c'est tel critère, et vous processez. Et vous avez des alphas, etc., avec des variables que vous avez préalablement donc identifiées. Sauf que quand on peut utiliser des technologies qui nous mènent vers des pistes qu'on n'a pas soupçonnées, ça devient plus intéressant. Alors, le deuxième niveau, en fait, qui nous mène à cette nouvelle ère du marketing, c'est la rationalisation. Et en business, c'est hyper important. Donc aujourd'hui, comment toutes ces technologies qui existent nous permettent de rationaliser nos processus. Pourquoi? Parce qu'on peut prédire, on peut faire de la prédiction. Quand on dit on peut prédire, on va voir ce qu'on peut prédire et pourquoi c'est très utile pour tout ce qui est business. Et également, on prédit, on peut recommander, ce qui fait encore une fois toujours notre client qu'on arrive et qu'on essaie de satisfaire et de fidéliser. Voilà un peu dans cette nouvelle ère donc, du marketing où la technologie nous mène. Alors rappelez-vous, j'ai parlé de segmentation, profilage et ciblage. Donc je vais garder ces trois éléments pour donner des exemples par rapport à ce qu'on peut faire et comment la technologie nous aide. Alors ce qui est intéressant dans cette technologie, donc dans l'IA et toutes les technologies basées là-dessus ou qui ont cette appellation, c'est cette notion d'utilisation de plusieurs types de données. Alors, vous savez, les données structurées, non structurées, chaudes, froides, first party, third party, second party, etc. Beaucoup de données, et ça nous permet d'avoir donc une segmentation beaucoup plus fine, qu'on n'avait pas avant. Moi, je me souvenais, on faisait de la segmentation manuelle. Oui, ça existait. Alors, on pouvait prendre 2 facteurs, 3 facteurs, mais au-delà, ça devient un peu compliqué. Alors, imaginez qu'on peut mettre non seulement les variables de navigation ou les variables de notre CRM, mais aussi d'autres variables qu'on peut trouver disponibles sur Internet. Et les outils existent pour capter cette information de manière légale, bien sûr. Ce qui nous permet de générer donc, ces clusters ou ces segments qui sont un peu plus fins et avec ces personas. Vous savez, le mot persona, maintenant, ça fait très glamour, sexy, persona. Mais en bon marketing de base, ça s'appelle profil type du consommateur. Mais ce n'est pas très glamour. Mais persona, c'est intéressant dans les personas parce que ce qui a changé par rapport au profil, au cœur de cible, au profil type d'avant, donc quand j'étais étudiante, c'est que ce n'était pas aussi précis. Parce qu'aujourd'hui, quand on met les photos sur les personas avec les centres d'intérêt, etc., là, on a l'impression que les actions s'adressent à quelqu'un. Donc ça, c'est à quelqu'un qu'on connaît. Là, on personnifie et donc on peut je vais y arriver, personnaliser. Et puis, mieux encore,
savez, on arrive à des segments, les segments sont un peu plus stables sur une saison, sauf que, vous savez, on peut changer d'avis. Et donc, grâce à des technologies donc, que vous connaissez ou que certains connaissent, on peut faire de la segmentation dynamique. Et ça, c'est topissime. Ça veut dire quoi, la segmentation dynamique? C'est qu'un consommateur, il appartient, il fait partie d'un segment, et puis quand il change de contexte, il devient aussi, il fait partie d'un autre segment, en fonction du temps, de la météo, en fonction de l'humeur, en fonction aussi de son cycle de vie, ou en fonction aussi de... Là, cette segmentation dynamique n'était pas possible avec les outils classiques. D'accord? Donc, ce qui nous permet aussi d'adresser des segments de manière très personnalisée et de manière aussi pratiquement en temps réel. Et ça c'est aussi, c'est génial. Alors, parlons de profilage. Le mot profilage me fait peur. Vous savez, là, ça fait flicage. Et d'ailleurs, il y a des recommandations aussi de la Commission européenne d'y parler de modèle, ne parlez pas de profilage, parce que profilage, ça fait un peu aussi les Chinois qui font de la reconnaissance visuelle pour suivre leurs citoyens. N'ayons pas peur du mot, c'est un profilage. Je ne vois pas pourquoi ça gêne. C'est du profilage, sauf que ce qu'on fait derrière, c'est on fait quelque chose de responsable. On utilise des outils responsables. Alors, maintenant, ce profilage, rappelez-vous, on a dit, on utilise beaucoup de données, hein, donc ce qui nous permet d'avoir un profil beaucoup plus précis du consommateur. Et puis, pour faire ce profilage, c'est à ce moment-là qu'interviennent la technologie. Alors, les bibliothèques d'algorithmes existent. IBM Watson, là, on a Eric, peut-être il va en parler, mais il n'y a pas que, il y a Salesforce, il y a Microsoft, etc. Bon, c'est bien simple. Bon, mais est-ce que moi-même, je vais aller donc, chercher un algorithme? Alors, comment ça se passe? C'est toute la question aussi, c'est faire ou faire faire. Alors, dans beaucoup de cas, on externalise, peut-être on en parlera, parce qu'une direction ou un département marketing, c'est pas sûr qu'il a en son sein quelqu'un qui maîtrise, va dire, allez, tiens, je vais aller à la bibliothèque, récupérer un algo pour entraîner la machine. Donc, il faut toujours faire appel à des spécialistes. Chacun son métier, hein. Donc là, moi, je défends les métiers quand même. Alors, ce qui nous permet effectivement d'entraîner la machine. Alors, maintenant, ces profils qu'on peut avoir deux types de profils aussi, parce qu'on peut avoir des profils descriptifs, qui est mon consommateur, comme on peut avoir aussi des profils prédictifs, c'est-à-dire qui sera celui qui va me quitter, par exemple. Je parle du client. Donc, qui sera celui qui fera du churn, etc. Donc, ou qui sera celui qui risque de ne pas payer. Donc là, on a des profils prédictifs, et là encore, on voit l'utilité de l'intelligence artificielle. Et donc, en fait, je dis la qualité des modèles, voilà ce qu'on préfère, un mot politiquement correct, on dit des modèles pour ne pas dire profil, mais c'est des profils, hein. Donc la qualité des profils, évidemment, dépend de la technologie, des codes, et dépend des données utilisées qui vont permettre l'apprentissage. D'où, hein, je ne parlerai pas, je ne jetterai pas aussi une pierre dans la mare, les biais algorithmiques, ou bien effectivement des données qui ne sont pas propres, etc., des données bruitées ou des données biaisées aussi. Garbage in, garbage out, vous l'avez déjà entendu certainement, si vous donnez des choses pas bien, vous allez avoir aussi sorties pas bien non plus. Donc, ça paraît très simple comme ça, mais c'est hyper compliqué, donc il y a tout un travail également à faire. Troisième élément, rappelez-vous, le ciblage. Et là, aujourd'hui aussi, ce qu'a permis de faire l'IA, c'est qu'on est passé de la personnalisation, qui existait tant bien que mal, à l'hyper-personnalisation. Voilà aussi où on est. Et cette hyper-personnalisation, je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on peut toucher un client de manière très personnalisée en fonction du contexte. Quand il change de contexte, là, il a un message différent et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle l'hyper-personnalisation. Donc, des variables qui changent, une offre qui change, le message change et ainsi de suite. Le device change, pareil aussi, le message change. Et là, tout peut être personnalisé, ou presque. Hein? Le parcours achat est personnalisé, le display est personnalisé, les emails sont personnalisés, toutes les offres, tout. On peut tout personnaliser du moment où on a effectivement le moyen de le faire avec ces technologies. Et puis, pareil, là je fais vraiment très court, hein, là je suis en train de ne pas entrer dans le détail pour vous parler du maximum de choses. Les recommandations aussi. Alors, les recommandations existaient depuis longtemps aussi, avant l'IA, il y a des agents de recommandation.
Mais ce qui a changé l'IA, c'est que les recommandations sont beaucoup plus personnalisées, beaucoup plus pertinentes et accurate. Donc c'est ça ce qui a changé en fait. Et puis, ce qui a changé également, c'est que cette possibilité de traiter beaucoup d'informations et d'avoir des réponses en temps réel. Ça, vous ne le sentez pas. Peut-être les plus jeunes ne le sentent pas, parce qu'à chaque fois, je n'arrête pas de dire à mes étudiants, mais vous ne vous rendez pas compte. Mais il faut comparer par rapport à avant pour se rendre compte. Et en fait, on ne se rend pas compte, c'est que quand on se rend pas compte de la technologie, c'est que la technologie est top. La technologie, il faut qu'elle disparaisse au profit du bénéfice qu'on en tire. Voilà un peu aussi mon avis. Pardon. Alors, là, aujourd'hui, on a toute cette automatisation des processus et également le développement, ce qu'on appelle le marketing programmatique. Je ne vais pas vous casser trop la tête avec ça, mais la programmatique, on la voit avec tout ce qui est publicité programmatique essentiellement, la RTB, Real Time Bidding, c'est les enchères et l'achat d'espace en fonction des profils. Aujourd'hui, on n'achète pas d'espace pour le display, on achète des profils de consommateurs. Et sachez que là, le display, il prend le display programmatique prend le pas sur le display. Plus de 50% en fait du display, c'est programmatique. Qu'est-ce qu'il y a aussi? La publicité programmatique. Donc maintenant, ce qui a changé aussi dans la publicité programmatique, c'est que, pardon, j'ai pris quelques exemples de solutions. Je ne fais pas de la publicité, je ne les connais pas, hein, donc, mais simplement parce que j'ai trouvé qu'aujourd'hui, ils ont des solutions qui permettent également non seulement d'automatiser les média planning, mais d'avoir aussi des prévisions sur la cible qui va être touchée. Là, je pense que c'est intéressant, parce que média planning, je ne sais pas si vous avez déjà travaillé des média planning, c'est très compliqué, et pouvoir automatiser le média planning simplement en donnant un peu le budget, les contraintes, les médias, l'objectif de performance, et vous avez un média planning. C'est magique, c'est magique. Alors, toujours dans les solutions qui existent, il y a aussi maintenant des plateformes qui... Alors maintenant, vous regardez, il y a des plateformes classiques de programmatique et il y a beaucoup de plateformes basées sur l'intelligence artificielle. Donc, traitement de beaucoup de données et automatisation d'un processus et une réponse. Et ce qui est intéressant dans celle-ci, c'est que là, en fait, on est dans le offline et le online, puisqu'on peut connaître, anticiper le volume des visites qu'un annonceur peut atteindre sur son site suite à chaque spot télé. Là, on est un spot télé et quelle va être, donc on anticipe le nombre de visites sur le site. Et là, c'est génial. Bien sûr, parce qu'il y a la télé connectée. Est-ce que vous connaissez la publicité segmentée? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la publicité segmentée? Si vous n'en avez pas entendu parler, c'est pas grave, parce qu'en France, il y a eu un essai, il y en a eu 2 sur 2 jours 2 essais uniques au mois de mai, mais ça va être lancé en 2020. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais là, la publicité segmentée, alors les 7 et 10 mai, la régie du groupe M6 a procédé donc à 2 publicités différentes en fonction du profil des auditeurs. Alors n'oubliez pas que l'RGPD fonctionne, donc ces auditeurs qui ont la télé connectée avaient déjà donné leur accord pour recevoir des publicités personnalisées. Donc en fonction du profil des gens, vous avez donc, ils ont une publicité différente par rapport à celle qui a été diffusée au niveau national. Ça, c'est ce qu'on appelle la publicité segmentée. Donc là, on est réellement dans l'hyper-personnalisation. Et à ce moment-là, vous n'allez pas recevoir des publicités qui ne vous intéressent pas, mais celles qui correspondent un peu à votre profil. Ça a été testé pour la première fois en France, donc au mois de mai, et ça va être lancé. Alors, ça sera M6, TR et W9, je pense. Voilà, sur les prochaines, la régie donc, de M6. C'est la publicité segmentée, et c'est grâce à l'intelligence artificielle. Je ne peux pas aussi passer la notion de relation client et l'apport de l'IA dans la relation client, surtout en B2B, hein, beaucoup plus en B2C. Mais quand bien même en B2C, c'est aussi très utile. Alors, parce que vous savez, depuis quelque temps, on parlait effectivement du marketing conversationnel. Alors là, on a besoin d'entretenir encore une conversation entre la marque et le consommateur. Et l'intelligence artificielle est arrivée à alimenter ça, puisque effectivement, à travers certains outils comme les chatbots, on arrive à maintenir cette relation, cette conversation, puisqu'on offre l'accessibilité du service,
Vous allez me dire, ouais, là, un chatbot, c'est pas humain, ça déshumanise, etc. On peut débattre. Hein. Toujours est-il que quand j'ai besoin d'une information, et une information technique, moi j'aimerais bien l'avoir à minuit et ne pas attendre 9 h du matin pour avoir le service client. Donc, ça peut être utile parce que ça peut aussi décharger les équipes qui vont plutôt s'occuper de choses beaucoup plus intéressantes et disons, à valeur ajoutée. Là, aujourd'hui, on peut utiliser la reconnaissance de l'image pour un produit défectueux. Imaginez, au lieu d'expliquer qu'est-ce que j'ai, mon produit, qu'est-ce qu'il a, vous le prenez en photo, et puis la photo, vous l'envoyez, on reconnaît un peu le défaut, et on peut... C'est génial. Pareil aussi, la voix. Alors la voix, il y a plusieurs, où on passe sa commande aussi par la voix, où on laisse des messages qui sont reconnus. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure si on a le temps. Et puis, on peut anticiper aussi. Dans le marketing relationnel, on peut anticiper des détections des problèmes récurrents. Vous savez, avec un service client qui reçoit toujours les mêmes appels, etc., on peut processer toutes ces données pour dire, tiens, il y a ce problème qui est récurrent, donc on veut le dresser avant qu'il ne revienne, en fait, et ne pas dire, on a toujours le même problème. Eh bien, on analyse les réclamations, et puis on peut anticiper. Comme on peut anticiper aussi et prédire des comportements pas tout le temps frauduleux, mais ça peut être aussi des défauts de paiement. Il y a des entreprises qui utilisent ça pour anticiper, prédire quel est le client qui risque de ne pas payer. Et à ce moment-là, avant l'échéance, on l'appelle, et si on trouve qu'il a des difficultés, on prévoit un échéancier. Donc vous voyez, dans la relation client, il n'y a que du bénéfice quand on parle des choses comme ça. Alors, je finis avec mes exemples. Alors, j'ai dit tout à l'heure, c'est bien l'intelligence artificielle, c'est bien d'avoir ces technologies, mais même si on fait appel à des bibliothèques d'algorithmes, on est obligé parfois de remanier, puisqu'il faut aussi entraîner la machine, hein, et revoir tout ça. Et ben, il y a des entreprises qui ont fait le pari sur l'achat des startups. On achète l'équipe. Hein, on a une start-up qui offre des choses, ben on va les intégrer. Et McDonald's a fait 2 achats stratégiques cette année. Le premier achat, c'est au mois de septembre, et c'est Dynamec-Yield, qui est une entreprise israélienne. Alors, Dynamec-Yield, il paraît que c'est 300 millions de dollars. Il paraît qu'ils n'ont jamais fait ça depuis plus de 20 ans, en fait. Hein, donc, ils ont mis ça. Et Dynamec-Yield, c'est un spécialiste des technologies de décision. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Alors, ce qu'on disait tout à l'heure, l'amélioration de l'expérience client, personnalisation de l'affichage des aliments selon l'heure, selon la saison, selon la fréquentation, etc. Alors vous allez dans un McDo, etc., vous prenez votre commande, et puis s'il fait froid, on vous propose peut-être des soupes. S'il y a de l'affluence, etc., que vous risquez d'attendre, hein, on propose d'autres articles qui sont peut-être plus faciles à faire. Et puis, si vous avez pris une salade, on vous propose, qu'on le fait habituellement, un dressing, donc une sauce, et ainsi de suite. Donc là, on est dans le yield management, en fait, si le principe existe, mais en fonction de la température, fréquentation, etc. Donc ça, c'est une technologie décisionnelle dans un point de vente physique, puisqu'ils vont mettre ça dans les points de vente. Et en temps réel. Donc vous voyez, là, la personnalisation se fait en temps réel et dans un point de vente. Autre chose aussi, deuxième achat qui est beaucoup plus récent, c'est rachat d'apprendre. Je ne sais pas comment ça se prononce, apprendre. Hein. Et alors, cette start-up également, elle fait quoi? Elle est spécialisée dans tout ce qui est voix. Et donc, la voix, elle est plus dans le sound to meaning que dans le speech to text. C'est-à-dire que ce qu'on dit, il est interprété tout de suite, il n'est pas retranscrit et puis interprété. C'est ça, on dit le sound to meaning, c'est tout de suite. Hein, on travaille beaucoup sur l'apprentissage des enfants avec ça, le sound to meaning. On passe sa commande dans le drive et la commande, elle n'est même pas transcrite, elle est directement passée au process. Donc on prépare la commande. Donc là aussi, le rachat est récent et c'est quelque chose qui va encore une fois améliorer la... vous savez, vous passez au drive et vous dites, moi je voudrais, je sais pas, pardon, et tout, alors il n'y a plus de pardon, enfin si quand même, mais là au moins avec la voix, ça sera un peu plus facile, plus simple, plus rapide, sur les smartphones ou dans les bornes. Donc c'est un peu ça aussi, vous trouvez ça sur le site de McDonald's, et McDonald's aujourd'hui, maintenant, il a développé le McDo Tech Labs, là pour dire pourquoi c'est important aussi les technologies pour les grands enfants. C'est bien beau tout ça.
C'est pas aussi facile. Alors en entreprise, c'est un peu compliqué. Pourquoi c'est un peu compliqué? Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui aimeraient bien, mais ils ont des systèmes. Alors quand je dis des systèmes désuets, rappelez-vous, j'ai dit l'IA, on peut la sous-traiter, l'IA, on peut l'utiliser as a service, etc. Mais c'est surtout, ce sont des systèmes liés à la donnée. N'oubliez pas que c'est la donnée qui est la base de tout ça, hein, de tout d'ailleurs. En marketing, vous voyez, en marketing, avant, quand j'étais étudiante, moi je travaillais avec ce qu'on appelle les SIM. Ce sont les systèmes d'information marketing. On a toujours dit que l'information est importante. Maintenant, l'information sous toutes ces formes qui existent aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Il y a un autre aussi problème, c'est la structure organisationnelle. L'information ne circule pas entre les services. Vous le savez là, on a cette culture un peu, qui est une culture de silo. Et puis n'oubliez pas aussi, en intelligence artificielle, avec tout ce qui se passe, il faudra parfois on est obligé de faire des changements de tactique en temps réel. Oula, est-ce qu'on peut toucher le plan marketing? Vous savez, les plans marketing à 3 ans et à 5 ans, là, qu'on passe au stabilo. Oh là là, c'est pas dans le plan. Non, mais ça a changé. Enfin, les marketeurs sont en tout cas les plus ouverts, hein, donc moi je ne me fais pas de soucis. Et effectivement, alors la troisième difficulté, c'est les profils qualifiés en interne. Hein, même en externe d'ailleurs. Hein, donc, là, il faut, est-ce qu'on recrute, est-ce qu'on passe par une agence? Parce qu'il y a beaucoup d'offres, hein, ce qu'on regarde, il y a beaucoup d'offres, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'elle vaut. Moi, personnellement, je recommande de passer par une agence à qui on fait confiance, etc. Donc, pour commencer, puis instaurer petit à petit un peu cette culture. Alors, pour réussir, des données, oui, mais bon, enfin, c'est bien, alors, on dit, ouais, l'intelligence artificielle est capable de traiter tout, les PDF, les conversations sur les réseaux sociaux. Non, mais oui, mais le facteur humain est là, c'est-à-dire, si vous lui mettez beaucoup d'informations, il faudra qu'elle ait beaucoup de temps pour qu'elle puisse s'entraîner. Et enfin, pourquoi? Pour qu'elle puisse avoir des modèles, parce qu'il ne s'agit pas de mettre trop. Et enfin, alors j'ai parlé d'une équipe qualifiée, tout à l'heure j'ai dit équipe qualifiée, je parle techniquement, mais une équipe qualifiée en marketing, ça veut dire quoi? C'est-à-dire il faut que l'équipe soit capable d'identifier une vraie problématique, qu'elle soumet à des techniciens qui la transforment en outil ou en process. Ça c'est important, vous savez, il ne s'agit pas de mettre des technologies, une technologie est un outil pour résoudre un problème business. On parle business là. Il ne s'agit pas de déterminisme technologique ni de faire, donc de montrer qu'on connaît. Non, est-ce que ça répond à un besoin ou pas, un besoin interne en entreprise. Donc là, c'est une problématique bien identifiée. Voilà un peu ce qu'il faut. Évidemment, tout ça doit être fait de manière propre, de manière éthique. C'est très important. On a eu tout un séminaire, le sommet de l'intelligence artificielle le mois de juin dernier. On a parlé d'éthique de l'IA, c'est hyper important. Les algorithmes biaisés, sexistes, racistes, tout ce que vous... Mais bon, là, on est en train pour faire du business, donc il faut que ça soit propre. Et en toute conformité RGPD. Alors, j'ai mis conformité RGPD. Par contre, RGPD, je travaille sur RGPD, doit être vu comme étant une culture de transparence avec son client, de confiance et de sécurité. Ne cachez rien à votre client. Quand vous lui expliquez ce que vous voulez faire, je parle au marketeur s'il y en a, là, il vous donnera, il vous confiera ces données. Et je vous recommande cette lecture du MIT. Alors, c'est Thomas Malone, il a été mon prof en fait, parce que j'ai fait une formation un peu à MIT sur l'intelligence en entreprise, et il parle d'intelligence collective et de superminds, parce que ce sont les machines qui vont donner ce plus à l'humain. Quand il est connecté à d'autres humains qui ont chacun ce plus, on aura donc les superminds. Et je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. En fait, je vais vous montrer concrètement tout ce que vous avez dit. Je fais partie des services externes qui interviennent en marketing. J'ai un profil atypique, j'ai été prof d'art plastique pendant 8 ans. J'ai une formation... Ah, ouais, mais c'est bon, pour pouvoir changer mes slides. C'est moi qui change. Sinon, Alex ou Christophe, je vous ferai signe, tu peux venir changer.
Encore J'ai mieux. des assistants, j'ai des associés en or, je les emmène partout, comme ça si vous posez des questions. Je me sentais plus en phase avec l'éducation nationale, je me suis dit qu'est-ce que tu n'as pas fait, boum, master en finance, donc marketing traditionnel, code clair, etc. J'ai adoré, j'ai fait, c'est comme quand j'étais prof, sauf que je peux avoir des beaucoup plus gros groupes. Avant, gérer des classes de 30, là je commence à intervenir sur des comportements de masse, et du coup c'est assez intéressant. Et après, je me suis spécialisée en e-commerce. Et du coup, dans l'e-commerce, aujourd'hui, effectivement, le marketing n'a pas changé. Il est hyper personnalisé. Et du coup, l'idée, c'est aujourd'hui de vous présenter qu'est-ce qui permet de récolter de la donnée de manière éthique. Mais l'éthique, il vient de la personne et pas du tout de l'algorithme. Et du coup, comment on peut faire ça en essayant de rendre service aux utilisateurs. Donc pour moi, il y a un nouveau mix marketing quand même. C'est-à-dire que ce qui va changer, c'est déjà, j'évite de parler d'intelligence artificielle parce qu'en ayant été prof, le mot intelligence, ça crispe les gens. C'est un mot qui est compliqué parce qu'on a du mal à le définir et pour nous, c'est le propre de l'homme. Donc en général, je considère que dans l'intelligence artificielle, on va agir sur 3 domaines qui vont être l'informatique. Donc effectivement, c'est des programmes qui exécutent des algorithmes, qui vont aller chercher des données, des sciences cognitives, parce qu'effectivement, on va parler de prédiction et on va aller devoir chercher de la data et de l'interface parce que l'idée, c'est que pour recueillir cette data, il faut qu'on fasse communiquer les interfaces informatiques avec vous, pour que vous puissiez nous donner vos données et qu'on le fasse de manière la plus éthique. Qu'est-ce qui a changé pour moi au marketing? Et du coup, pourquoi je parle des 4 P du marketing digital? C'est que donc on a le prix. Aujourd'hui, l'IA, elle permet de changer des prix en instant. Vous avez beaucoup d'entreprises qui vont aller scanner les prix du marché et qui vont, en fonction de la position du concurrent, les faire évoluer. Surtout avec les marketplaces. Le produit, lui, globalement, il est toujours présenté à peu près de la même manière. La place, on a le monde du web qui a une énorme avance. Le marketplace a révolutionné, notamment Amazon. On a vu qu'il avait fait de mal à pas mal de commerces, à des grosses chaînes, à des petits commerçants, des centres-villes. Donc on n'achète plus du tout de la même manière. Donc nos habitudes ont changé. Et enfin, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la personnalisation. Et c'est exactement ce qu'on disait, le but du marketing, même si dans Lyon Isaïe, on m'appelle le marketeur du groupe, parce que je suis le profil le plus market de l'association. Moi, je considère que mon objectif dans la vie, en 2019, la valeur la plus importante que moi j'ai, c'est le temps. J'ai l'impression que j'aurai jamais le temps. Et du coup, si j'arrive à pousser le bon produit à la bonne personne au bon moment, avec un bon parcours, j'arrive à lui faire gagner du temps. Et c'est là où il y a un vrai mix UX et IA. Alors, dans l'UX, il faut savoir qu'aujourd'hui, donc ça c'est les chiffres qui sortent de Netflix, 80% des contenus visionnés par les utilisateurs sont des recommandations. C'est-à-dire qu'on est habitué à avoir notre écran. On va très rarement se déplacer pour passer d'un menu à un autre. Donc en fait, ce qu'on visionne, c'est ce que Netflix veut qu'on visionne. C'est le principe de la recommandation. Des fois, ils sont justes, des fois, ils sont un peu moins justes. Voilà, ça dépend de vos habitudes. Ça, c'est assez intéressant parce qu'il y a des fois où, je ne sais pas si vous avez vu, il y a des pourcentages sur Netflix. Cette série vous est recommandée à 80%, etc. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle de l'hyper-personnalisation qui est fait par rapport à votre historique de visuel. Et ce qui est intéressant, c'est si vous avez plusieurs personnes à la maison, effectivement, les homepages vont être très personnalisés en fonction du profil de celui qui regarde. Pourquoi l'UX c'est important dans l'IA? Parce qu'on a dit l'IA c'est de la donnée. L'UX c'est comment j'arrive à avoir de la donnée qualifiée, j'efface du bruit et du coup je reste éthique aussi par rapport à l'utilisateur. Parce que je me rappelle que mon but, c'est pas d'avoir du big data, c'est d'avoir de la donnée qui est de qualité, qui va permettre à mes algos d'apprendre plus vite. Parce que les phases d'apprentissage, ça coûte un bras. Alors souvent, quand j'arrive chez un client, c'est génial. La semaine dernière, j'étais avec une grande marque qui fait des meubles, pas Ikea, des meubles français. Et du coup, ils me disent, mais j'ai pas de données, j'ai pas de Google Analytics sur mon site. Je dis, mais vous avez de la donnée à plein d'autres endroits. Vous avez un SAV, vous avez un service commercial, vous avez un back-office. Tout ça, c'est de la donnée. Donc aujourd'hui, la vraie difficulté, c'est ce que vous disiez, l'IA, elle a un peu du mal à s'implanter parce que ça paraît être une marche là-haut. Parce qu'effectivement, on nous parle des grandes compagnies qui ont une avance considérable, mais on peut commencer à mettre des choses en place assez rapidement. Et parce qu'il faut déjà commencer par cartographier toute la donnée que vous allez avoir et qui va pouvoir vous être utile. Donc ça, c'est des exemples concrets et souvent les gens, ça leur fait un peu froid dans le dos s'ils ne sont pas habitués. Moi, j'ai des outils que j'utilise systématiquement, donc qui sont supportés par l'IA et qui permettent d'aller chercher de la donnée quand j'en ai pas rapidement. Le premier, à droite, c'est le session recording. C'est-à-dire que pendant un temps, je vais enregistrer toutes les sessions utilisateurs et je vais aller traquer tous les mouvements. Donc je vais voir où est-ce que les gens ont cliqué,
qu'est-ce qu'ils ont lu, qu'est-ce qu'ils n'ont pas lu, dans quelle page ils naviguent, est-ce qu'ils voient les menus, est-ce qu'ils ne voient pas les menus, est-ce que c'est clair ou est-ce que c'est pas clair. Là par exemple c'est très bizarre et on se rend compte que c'est sur un mobile, donc il revient systématiquement au précédent et du coup on s'est aperçu que l'enchaînement de menus, comme c'est des produits très techniques, n'était pas du tout compris par les utilisateurs, donc on l'a changé. À côté, c'est des heatmaps, donc c'est-à-dire ça nous permet de voir rapidement, parce que les session recording, pour avoir un pattern, il faut que j'en regarde 2400. Alors je les regarde en x4, mais ça prend un certain temps. Et ça me permet d'avoir une idée, par exemple chez un client de luxe, ils avaient choisi une police qui était très gris clair sur un fond blanc, et en fait ils n'avaient pas tenu compte que leur cible c'était les plus de 50 ans. Et du coup je les voyais sur les fiches produits avec leur petite souris, lire un par un toutes les lignes des descriptifs. Et du coup, c'était des paniers moyens 11 000 €. Donc si la personne elle est fatiguée avant d'arriver en bas de la fiche, bah, vous perdez énormément de temps. Et ça, c'est des captures d'outils plus quanti. Moi, j'essaie de ne pas séparer data qualitative de data quantitative parce que je ne comprends pas comment on peut avoir d'un côté du quali et de l'autre côté du quanti. Parce qu'en fait, c'est la manière dont moi je vais le traiter qui va rendre la donnée qualitative, donc les recordings. Quantitative, si j'en regarde 2000, j'ai un pattern. Si j'en regarde 3, ça ne sert à rien. J'aurai jamais 3 fois le même comportement. Et du coup, l'idée, c'est ce que vous disiez, c'est de dire aujourd'hui comment sont les comportements. Donc là, c'est un peu, je l'ai choisi volontairement ce qu'il y a là à droite, parce qu'aujourd'hui, 55% du trafic est fait sur mobile. Quand je suis arrivée sur mon client, il m'a dit, moi, il n'y a pas de trafic sur tes stocks. Bah si, il y a 55%. Donc vous êtes en train d'optimiser à fond le mobile, et votre taux de conversion sur le desktop il s'est cassé la figure parce que vous, votre typologie client, elle n'est pas encore complètement mobile. Et par exemple, en B2B, le mobile marche très peu. Parce que les gens, ils passent leur annonce et ils vont regarder pendant leurs heures de bureau. Et vous êtes rarement en train de chercher quelque chose pour votre travail sur votre téléphone. Et enfin, c'est les tunnels de conversion. Donc l'idée, c'est de dire quels sont les endroits où on perd des gens. Entre les gens qui vont voir un produit, qui vont le cliquer et qui vont le mettre au panier. Pourquoi on en a perdu autant? Donc l'idée c'est qu'avec tous ces éléments-là, on va aller récolter de la donnée pour pouvoir faire de la prédiction et comprendre pourquoi on perd des gens. Ça c'est du text mining, donc un truc que je trouve très intéressant en tant que marketeur, c'est d'aller avec les services opérationnels. Quand j'arrive chez un client, je demande toujours à faire une immersion avec les personnes qui vont faire tout ce qui est SAV ou même les personnes qui préparent les colis si je me rends compte qu'il y a un problème sur la chaîne de logistique. En général, je vais passer une journée avec eux, je vais leur demander d'avoir le droit d'enregistrer. Ensuite, je vais utiliser une IA qui va me permettre de passer mon enregistrement en texte. Et je vais appliquer des algorithmes pour essayer de comprendre quels sont les problèmes qui sont remontés. Et je fais la même chose avec les clients, c'est pareil, les clients sont au courant. On fait des focus group ou des questionnaires, il y a plusieurs possibilités. Et du coup, on va aller traiter cette donnée-là pour avoir des informations sur... par exemple, là, c'est dans le prêt-à-porter, donc il y avait 580 000 mots qui ont été traités. Et du coup, on s'est aperçu que, du coup, effectivement, il y avait beaucoup de problèmes de commande. Mais ce qu'on ne savait pas, c'était que les marques n'étaient pas forcément toujours bien écrites. Et que surtout, les gens ne comprenaient pas le guide détail. Il n'était pas du tout utilisé. Donc quand vous avez une marque italienne qui va communiquer en 36, c'est pas le même 36 qu'un français. Et c'est pas la même chose qu'un S. Et ça, du coup, c'est des informations qu'ils n'avaient pas mis sur leur site et qu'ils ont pu mettre en place, ce qui fait que ça a augmenté le taux de conversion. Et du coup, ça, on s'en aperçoit quand on fait ce qu'on appelle des co-occurrences. C'est-à-dire, voilà, le problème taille, on se rend compte qu'il y a un problème de correspondance, un problème de marque, et du coup, forcément, quand ils reçoivent leur commande, ça crée des problèmes. Ça, c'est le dernier jouet qu'on s'est acheté. Il y a des biais. Les gens en France, ils sont bien élevés. Quand ils acceptent de participer à un focus group et que vous leur dites « Alors, comment il est mon site ?» Ils vous disent « Il est super bien !» Ouais, mais t'as jamais acheté en fait. Donc du coup, on s'est aperçu que pour tester des produits, il fallait utiliser des casques. Et du coup, on a commandé un casque aux États-Unis qui est fabriqué par la société qui s'appelle Emotive pour du coup se dire on va leur faire tester nos produits, sauf qu'au lieu de leur poser des questions, on va mesurer différents indicateurs. Donc là, je ne vous les ai pas tous mis parce que sinon c'est un peu compliqué et ça fait des graphes très difficiles à lire. Mais par exemple, dans la phase de découverte, on se rend compte que l'engagement, on arrive à l'avoir au début. Donc là, on l'a testé sur un jeu vidéo pour avoir des résultats rapides. Parce que vous n'avez pas du tout, c'est un peu plus long des session recording sur des tunnels d'achat par exemple ou des nouvelles fonctionnalités. Donc, et c'est le même comportement quasiment pour tout le monde. Globalement, on a à peu près tous les mêmes biais cognitifs quand on est né en France et qu'on n'a pas un écart d'âge monstrueux. Donc au début c'est intéressant, puis finalement c'est moins intéressant. Et si on met un challenge, c'est-à-dire une mission à faire, on se rend compte qu'il y a
il y a des courbes qui vont augmenter. Et du coup, les courbes qui nous intéressent, c'est l'engagement. Parce que du coup, ça veut dire que la personne, elle est beaucoup plus intéressée par ce qu'on lui fait faire. On s'est rendu compte, et ça, on ne le savait pas avant de tester ces produits-là, que l'engagement, il était souvent généré par du stress. Donc le stress peut être positif. Et du coup, on le voit dans le message du marketing qui marche très bien. Quand vous arrivez sur une fiche produit et que vous avez les ventes flash, c'est du stress positif, c'est moteur d'engagement. Quand on vous dit qu'il y a 12 personnes qui sont en train de consulter le produit, à l'époque, il y a 10 ans en arrière, ça marchait bien. Maintenant, on sait que c'est la fin du numéro de série. Ou, voilà, ces chiffres, ils sont générés totalement aléatoirement. Mais en tout cas, c'est des choses qu'on retrouve et du coup qui sont moteurs et d'intérêt et d'engagement. Ça, c'est parce que vous parliez du fait de profiler. Ben voilà, c'est un exemple de profiling. C'est des choses qu'on peut faire assez facilement. Avec un tech ou sans un tech, ça c'est des choses que je fais sans tech parce que moi ce qui m'intéresse dans la partie tech, ça va être les trucs un peu plus techniques de prédiction où il me faut vraiment beaucoup de données. Souvent on vous dit, bon, on va faire l'IA, on fait de la classification, on fait de la clusterisation, on est dans le big data. Moi aujourd'hui, j'ai pas de clients qui ont vraiment du big data. Parce qu'une fois que j'ai enlevé tout le bruit, une fois que j'ai enlevé toutes les données qui n'étaient pas rentrées, une fois que j'ai enlevé tout ce qui ne communiquait pas, bah, finalement il y a des choses qu'on arrive à traiter avec des outils qui sont intéressants. Donc là, l'enjeu, c'est de dire, voilà, prévoir les cycles d'achat, les personnes qu'on va perdre, quelle typologie il faut cibler. Le gros avantage de l'IA, c'est que ça permet de segmenter. Une fois qu'on a segmenté, on peut délivrer le bon produit, mais on peut aussi rationaliser les coûts de publicité. La publicité segmentée, AdWords fait ça depuis très longtemps, Facebook Manager fait ça depuis très longtemps. Par contre, leur business, c'est quand même de vous faire générer des clics. Donc eux, leur objectif, c'est que vous cliquez au maximum et que vous segmentiez le moins possible. Donc ça permet par exemple de dire, je vais aller sur cette typologie de produits. Donc là, il y a 2 typologies de produits. À Paris, il faut que je leur parle différemment parce que je sais que ça va être plutôt des CDI. Et du coup, eux, leur achat financier, ça c'est un cas sur un achat financier, va se faire beaucoup plus par rapport à de l'achat immobilier. Par contre, dans le sud, eux, c'est pas du tout pareil, c'est de l'achat à la conso. Donc ça sert à rien que je mette de l'argent sur... dans le sud, je veux racheter mon prêt immobilier. Il faut mettre yacht, il faut mettre vacances, il faut mettre ordinateur, c'est plutôt ça qui va marcher en mots-clés. Ça, c'est une persona, on en a parlé tout à l'heure. Moi, je me suis servi de Sherlock parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup et je m'en sers beaucoup pour pas mal de presse. Déjà parce qu'il y a Watson, donc je me dis que ça fait une bonne combo. Et l'idée, voilà, c'est de dire comment on arrive à ça. Une fois que vous avez toutes les données, vous les avez classifiées, que vous avez parlé avec les gens, que vous les avez enregistrées, vous allez arriver à comprendre s'ils sont plutôt intéressés par le mobile ou si c'est des gens qui sont très sur les réseaux sociaux. Sherlock Holmes, je n'imagine pas sur un autre réseau social que Twitter, parce que c'est quelqu'un qui est très lapidaire, qui est très égocentrique, qui a besoin d'aller très vite aux éléments. Ce qu'il n'aime pas, c'est le fait d'être désorganisé, les explications qui ne sont pas claires. Ce qui l'intéresse, c'est tout ce qui est process, tout ce qui est détaillé, donc vous ne pouvez pas lui vendre un produit n'importe comment. Il faudra avoir une fiche de produit qui soit hyper claire, hyper précise, avec de la provenance. Et après, vous pouvez faire, et si ça vous intéresse, si vous ne connaissez pas, vous avez ce qu'on appelle les archétypes Myers-Briggs. Donc vous avez 16 différentes typologies de personnalité. C'est un test et c'est assez rigolo, il se fait en ligne. Si vous pouvez le faire en anglais, c'est mieux, parce qu'effectivement, il avait des petits problèmes de traduction. Mais ça va vous donner des archétypes et du coup, quelles sont les motivations des différentes personnes. Donc lui, c'est un introverti, perfectionniste, un peu dans le jugement. Du coup, l'objectif de tout ça, une fois qu'on a mangé de la data et qu'on connaît le métier de la personne chez laquelle on est, c'est d'innover au niveau du parcours client. J'aime beaucoup, alors si vous avez l'occasion, Monsieur Rapaille a écrit beaucoup de choses sur la neuroanthropologie et il est assez intéressant parce qu'il dit que le cerveau reptilien gagne toujours et du coup qu'il faut essayer d'alléger au maximum pour obliger les gens à prendre des décisions rapides. Et c'est là où mon métier a été compliqué des fois et j'ai refusé certains clients parce que moi je veux quand même que mon utilisateur, quand il prend sa décision rapidement, parce que je suis quand même là pour vendre un produit, il ait connaissance de la décision. Donc par exemple, il y a certains secteurs bancaires pour lesquels je n'ai pas voulu travailler parce que je trouvais que c'était très compliqué pour moi. Donc ça c'est l'optimisation, ce que vous disiez tout à l'heure. On va arriver chez un client, on va dire bon, ça c'est votre ancien formulaire. Aujourd'hui, concrètement, vous n'avez pas besoin de tous ces champs. Et pour les personnes âgées, donc c'est le client dont je vous parlais tout à l'heure qui est des personnes âgées, déjà c'est hyper long. Enfin, ce que vous voulez juste, c'est le faire rêver. Vous demandez des croisières, 11 000 € la croisière. Donc soyez immersifs. Et du coup, on a fait cette version-là, qui était responsive, parce que ça en plus sur mobile, c'était l'enfer.
Donc oui, ils sont âgés, mais il y en a plein qui ont des iPhones et ils sont fans des iPhones. Parce que 11 000 € de panier moyen, donc vous êtes sur de la CSP+. Et du coup, on a fait 180% de gross profit, donc d'augmentation de conversion. Et ça paraît pas énorme, hein, mais sans les études sans les études et sans les produits de l'IA qui permettent de cibler les gens, on n'arrive pas à avoir des résultats comme ça. Et l'avantage, c'est que là, on n'a pas touché au code. Le principe du testing, c'est on arrive, on teste des hypothèses, on prend celle qui est la meilleure. Ça, c'est la segmentation. Je sais que mon visiteur, c'est très simple à mettre en place. Mon visiteur, c'est la première fois qu'il vient, il est nouveau. Je sais que sur mon site, la barrière à l'entrée, c'est les frais de port. Je ne vais pas lui dire que je lui offre les frais de port, par contre, je lui dis que je lui fais une offre de bienvenue. Et du coup, ça génère 18% de transformation supplémentaire. Et du coup, ça c'est un projet sur lequel on travaille qui s'appelle Léa. Donc vous avez parlé des chatbots. On a vraiment le même parcours. Les chatbots, c'est ultra déceptif. Tout le monde a l'impression que ça se fait comme ça et c'est une grosse erreur. Parce qu'aujourd'hui, quand on vous parle de chatbot, les gens rigolent. Et en vrai, il n'y a rien de plus compliqué que de gérer de la discussion. Parce qu'il y a beaucoup d'outils qui le font. Par contre, des experts qui vont construire des parcours de chatbot, il y en a très peu. Et du coup, avec mes associés, on a décidé de réfléchir différemment et de dire, nous, on va développer une nouvelle manière de concevoir le chatbot qui n'est plus un arbre conversationnel, mais un réseau. C'est-à-dire que quand vous rentrez, moi je considère que de toute façon, tout est arbre conversationnel. Quand je me déplace dans la rue, je me dis est-ce que je dois aller à droite ou est-ce que je dois aller à gauche? Une fois que j'ai été à droite, je ne peux pas aller à gauche. Alors que je revienne en arrière. Vous êtes d'accord avec ça? Donc du coup, le chatbot aujourd'hui, le vrai problème, c'est qu'une fois que vous l'avez fait bugger, vous testerez celui de la SNCF, c'est mon préféré. Et bien une fois qu'il a bugué, qu'il ne retrouve pas vos billets, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Et vous ne pouvez pas rentrer dans un autre chemin. Donc on est en train de travailler là-dessus, et du coup il faut savoir qu'en moyenne, on est à entre 50 et 70 scénarios par demande. Parce qu'il n'y en a aucun de vous qui va écrire t-shirt de la même manière. Alors si, parce que là on est à Lyon Isaïe, vous êtes à un meet-up, mais je crois que j'ai trouvé 17 manières d'écrire Lyon t-shirt différents, dont TEA, et je n'aurais pas pensé moi-même. Donc c'est pour ça que quand vous repensez au data mining au début, ça me permet de me dire ah bah il va falloir que j'apprenne à Watson ou à Dialogflow qu'il peut écrire t-shirt comme ça et que ça veut dire ça en fait. Et du coup ça c'est, pour moi c'est un peu l'avenir du chatbot qui va au-delà du voicebot, c'est les influenceurs. Donc le premier qu'il a fait c'est Louis Vuitton il y a à peu près 7 ans, il a utilisé Lightning qui est une héroïne de Final Fantasy. Et en fait, il s'est dit, je ne veux plus payer de mannequin, je vais tenter de faire ma campagne avec un personnage qui n'existe pas. Et depuis, ça a très bien marché. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils en ont créé plusieurs. La plus en vogue, c'est la demoiselle à droite, donc elle n'existe pas, elle s'appelle Lil Mekela. Elle a énormément de followers et chaque campagne lui rapporte 300 000 €. Et l'avantage, c'est qu'elle peut parler n'importe quelle langue, elle peut se déplacer n'importe où, elle ne prendra pas de poids, elle ne va pas vieillir. Elle va pouvoir porter plein de vêtements. Et les utilisateurs sont d'accord. C'est-à-dire que quand il y a eu il y a quelques mois, il y a eu un problème avec Calvin Klein. Calvin Klein a montré une vidéo où il avait payé un vrai mannequin qui a embrassé Lil Miquela. Et d'un coup, là, le vrai gros problème de cette vidéo, ça a été de dire « Mais Lil Miquela, elle a jamais dit qu'elle était peut-être lesbienne ». Et du coup, on a vu la levée des fans qui sont parfaitement conscients qu'elle n'existe pas, mais qui considèrent que la personnalité, c'est hyper important. Et c'est là où, en termes de market, on va avoir un vrai challenge, c'est que les personnes qui sont nées avec la 3D, avec ces personnalités d'IA, va falloir qu'on se creuse beaucoup plus la tête. C'est-à-dire que nous, on a créé donc, le bot que vous avez vu d'avant, il s'appelle Léa, et on imagine comment elle vit, comment elle fonctionne. Il faudra que quand elle parle à quelqu'un qui habite à Paris, elle est en style parisien, ce qui n'est pas du tout le même, par exemple, que quelqu'un qui va chercher des vêtements à Lyon. Parce qu'on n'a pas tout à fait la même météo, on n'a pas les mêmes jobs, on ne s'habille pas de la même manière, donc il faut qu'elle puisse s'adapter et qu'elle ait sa personnalité. Et à terme, donc là aujourd'hui, elle est quand même assistée par ce qu'on appelle des community managers, mais nous on a été en contact et on sait qu'ils sont en train de réfléchir à ajouter des chatbots. Pourquoi? Parce que leur objectif c'est de faire du streaming. Aujourd'hui YouTube c'est un canal d'acquisition monétaire qui est énorme, et du coup de faire du streaming dans plusieurs langues, en live, et qu'elle puisse répondre sans qu'on ait 15 personnes en train d'écrire derrière. Et il y a Disney qui a créé aussi, donc c'est une boîte lyonnaise qui l'a fait, il y a Disney qui a une de ses héroïnes virtuelles qui commence à faire des éléments comme ça et à arriver du coup à faire du market en étant un personnage de fiction. Et du coup le problème que ça pose, en tout cas moi la gymnastique que je fais, parce que pour moi il n'y a pas d'algorithme éthique et ça m'énerve quand on parle d'IA éthique. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dire l'IA elle n'est pas intelligente et elle peut se poser des questions d'éthique.
Aujourd'hui, l'IA, elle n'est que ce qu'on lui donne. Et donc Daniel Kahneman, c'est un prix Nobel d'économie qui a expliqué les systèmes de pensée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit le problème, c'est qu'on ne voit pas nos biais parce que de toute façon, on prend nos intuitions. Donc c'est hyper difficile de prendre du recul. Et moi, je le vois particulièrement quand je fais du testing. Et mes clients, ils ont vraiment l'impression qu'ils ont fait le meilleur tunnel de conversion. C'est-à-dire que le formulaire de gauche, quand je vous l'ai montré tout à l'heure, pour eux, c'est la meilleure solution. Et du coup, il faut les sortir de ça. Et c'est là où l'IA et la technologie, c'est hyper intéressant parce que ça permet de faire des tests qu'on ne peut pas se permettre en magasin. On ne va pas arriver en magasin en disant on repeint tout en vert et on voit ce que ça donne. Bah, sur un site internet, on peut repeindre en vert, en bleu et mesurer la satisfaction client. Donc c'est ce que vous aviez dit, un garbage in, garbage out. Donc ça, c'est 2 cas qui ont été agaçants. Amazon qui a été traité de sexiste. Enfin, l'IA a été arrêtée parce qu'elle était sexiste. En vrai, c'est le recruteur qu'il faut virer. Ça veut dire que ça fait des années que cette personne-là n'embauche que des personnes mâles d'un certain âge qui sortent de la même école. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait, l'algo? On lui a donné les CV types, et ben il a reproduit. Son job, c'est de dire, bah oui, au moins on m'a dit qu'il fallait embaucher des hommes de 30 ans à ces postes-là qui sortaient de telle école, bah oui, je vais aller chercher ça. Mais comme il le fait en masse, là d'un coup ça devient choquant. Mais en vrai, il ne fait que reproduire, il ne fait malheureusement que reproduire le dataset qu'on lui avait donné. Et ça a été un autre souci, donc vous parlez de reconnaissance de photos. La reconnaissance photo, c'est très compliqué et pour les Chinois et pour les Américains. Et notamment, bah là, elle prenait les personnes noires pour des singes. Pourquoi? Parce que bah, on lui a donné que des photos de personnes blanches. Donc elle a appris à reconnaître des visages de personnes blanches, américaines en plus. Donc avec un certain type de coiffure, un certain type de maquillage, on est très très influencé par notre culture. Donc du coup, bah, en fait, des personnes américaines du Nord ne ressemblent pas à des personnes américaines du Sud, ni des Français du Nord, ni des Français du Sud. Donc du coup, il faut que nos datasets ils soient équilibrés. Si à un moment donné, vous lui montrez 80% de blancs, 10% d'asiatiques et 10% de noirs, elle va se tromper sur les asiatiques et sur les noirs. Donc, comment on peut essayer d'être éthique? La première chose, c'est d'être équitable. Essayer de traiter toutes les personnes de la manière équitable, c'est-à-dire essayer d'avoir des décisions logiques et pas des décisions qui sont influencées ou biaisées. Informer les utilisateurs, c'est l'importance de la RGPD. D'un coup, les gens se sont mis à avoir des questionnements sur qu'est-ce qui était fait de leurs données, alors qu'avant, ils ne se posaient pas forcément la question et qu'ils n'ont pas la notion de la trace numérique. Ou que Google, effectivement, bah, quand on a une Gmail, c'est tout connecté ensemble, donc on rentre dans un système entre Google AdWords, etc., etc. Et du coup, des équipes pluridisciplinaires. C'est vraiment important. Aujourd'hui, il y a une guerre entre les data scientists, les data analystes, etc. Alors, et je pense qu'à un moment donné, il faut se dire qu'on est au service d'un produit et que du coup, bah, on va travailler tous ensemble et que l'objectif, c'est que les data scientists, on leur donne du travail qui est intéressant et que du coup, de la donnée qui est intéressante et qu'on les aide à définir des objectifs. Ce que vous disiez, ça sert à rien de monter des équipes et de leur dire, bon, bah voilà, faites de la donnée, trouve quelque chose. Qu'on s'arrête de séparer le corps de la tête. Aujourd'hui, on met le market quelque part et on met les devs à part. Le dev, c'est le gars qui va vous produire. Si demain, vous ne l'expliquez pas, ça ne servira à rien, une fois qu'il a fait 6 mois de code, de revenir en arrière en disant « mais ça ne marche pas ». Non, bah oui, non. Donc voilà. Et le dernier, moi, c'est ma petite gymnastique éthique quand j'essaie d'avoir... alors, c'est vraiment hyper personnel. C'est quand j'essaie de... Enfin, je dois prendre une décision, je me dis « bon, qu'est-ce que je veux faire? Quel est l'objectif ?» L'objectif de fidélisation, l'objectif de CA, l'objectif de formation, parce qu'on utilise les chatbots pour transmettre. En tant que prof, je me suis aperçue que quand on me posait, donc j'étais prof d'art plastique, donc j'avais 4 fois le même niveau, par exemple, de 6e. Et du coup, quand je faisais le même cours à la 4e classe, j'étais pas patiente. L'avantage d'un chatbot, c'est qu'elle peut répéter 100 fois, elle n'est pas énervée. Et ça, c'est vachement bien. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Parce que l'IA, on nous dit oui, ça peut faire tout ça, etc. Regardez, les chatbots, c'est trop bien. Non, non, concrètement, aujourd'hui, on en est où? Techniquement, donc je vais voir mes devs, je leur dis j'aimerais bien faire ça, et on me dit oui, bien sûr. Et on a une blague entre nous qui est, par exemple, je sais pas, je voudrais que Léa, elle arrive à toute seule comprendre les tailles et que je lui donne un dataset. Alors, on va me demander de quelle couleur je veux mon dragon. Parce que c'est une blague. Le dragon, c'est inaccessible. Donc, on va me dire, plutôt que de me demander ça, demande-moi la couleur du dragon, ça ira beaucoup plus vite. Et qu'est-ce que je dois faire? Ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire quelles données je vais aller chercher et pas prendre de la donnée qui m'est pas utile, pas la stocker pendant 10 ans. Par exemple, quand je travaille pour des rachats de crédit ou de la finance, être sûr que la donnée elle est bien anonymisée, que je l'envoie aux bons endroits, que j'ai pas de faille et que du coup, ça peut pas mettre des personnes dans l'embarras. Donc voilà. Et du coup, ça, c'est
Souvent on dit, bah voilà, le marketing c'est un peu le haut de l'iceberg, mais il ne faut pas oublier tout ce qu'il y a en dessous. Nous on est 20%, alors 20% visible, et effectivement c'est nous qui nous ont tapé sur les doigts quand ça ne va pas, mais en dessous il y a encore 80%. Merci. C'est dans les temps. On est dans les temps. Une question, on a le temps pour une question. Et première élève, on est servi. Vous travaillez avec quel type de logiciel pour traiter la donnée? Ça dépend d'où elle vient. Parce que j'avais vu un tableau, il me semblait voir le logiciel tableau. Alors, il y a vous avez vu du tableau, il y a de l'Excel et il y a du Google Analytics et du Data Studio dans ce qui a été montré là. Mais après, ça dépend d'où vient la donnée. Là, au niveau du tableau, il me semble assez plus simple. Ouais. Comme Non, il est très très bien. Par contre, il vient d'être acheté par Salesforce, donc moi en 2 ans, ma licence elle a fait x2, j'ai pas. Alors bonjour les clients, il valait ça, aujourd'hui il faut 2 fois plus, oui c'est Salesforce. Aujourd'hui, une secrétaire de direction, si elle disparaît, son patron ne peut pas travailler parce qu'elle gère la relation avec les partenaires, elle gère les priorités. Et c'est ça, c'est la partie humaine du boulot qui est renforcée. D'accord ? Donc en fait, si vous voulez avoir une idée de à quoi va ressembler votre métier demain, regardez vos tâches, toutes les tâches qui sont répétitives, toutes les tâches qui coûtent très cher à faire, et toutes les tâches qui ne demandent pas du tout de contexte de situation, elles vont être remplacées demain. D'accord ? Mettre rendez-vous dans un agenda, maintenant c'est fait quasi instantanément. Par contre, gérer la priorité et les relations avec les clients, ça ne sera pas remplacé. Et au contraire, donc, c'est de plus en plus important. Au final, l'IA, ça rend notre quotidien plus humain et ça rend nos vies plus humaines. Tous les jours, on utilise l'intelligence artificielle. Tout à l'heure, on a eu une belle démonstration avec Watson qui va chercher les news pour nous. Mais au final, on le fait déjà tous les jours depuis longtemps. Ça s'appelle Google Search. Tout le monde utilise ce truc-là. Vous pourriez avoir une armée de libraires de disposition qui cherche l'information. En fait, vous utilisez Google Search. Donc, la conclusion de ça, c'est que l'IA, ça va rendre vos métiers plus humains. D'accord ? La partie humaine de votre métier va devenir croissante en importance. Et votre productivité va monter grâce à ça. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est sur le rôle de vendeur. Puisque la vente, le métier de vendeur, c'est un métier qui est profondément humain. Qu'est-ce qu'on fait quand on vend? En fait, l'idée, c'est de comprendre à qui on a affaire. D'abord, on va passer un coup de fil, il y a 3 personnes qui vont dans le magasin en même temps, il faut choisir à qui on parle en même temps. D'accord? Ça, c'est la première question. Ensuite, il y a l'empathie. Ceux qui ont fait de la vente, c'est la partie découverte des besoins, ce qu'on nous apprend à l'école. Une fois qu'on a fait la découverte des besoins, là, il va falloir être un peu créatif. Il va falloir présenter le produit, argumenter, négocier. Tout le monde sait le faire, on a tous eu 17 ans et demi et on voulait quand même aller en boîte, on a négocié avec nos parents. Ça, c'est quelque chose qu'on fait mais quand on n'est pas vendeur. D'accord ? Ça, on sait le faire. Allez apprendre avec une intelligence artificielle à faire ça. Nous, on essaie depuis un moment, on n'a pas encore réussi. Donc ça, c'est la partie humaine du métier. On comprend que la vente, c'est une activité profondément humaine, toutes les sous-parties de la vente, c'est une activité qui est très très humaine en fait. Donc c'est pour ça que c'est une question très intéressante de se dire comment est-ce que l'intelligence artificielle va venir bouleverser ce métier-là, et en particulier dans l'automobile, puisque ce n'est pas de la vente classique, c'est de la vente d'un produit complexe. Donc on est allé regarder pour essayer de comprendre un peu comment les choses allaient évoluer, ce qui se passe dans un cadre où au final on n'a pas de vendeur. On va sur le web. Donc nous, on dit les choses comme ça chez Neurétique, il n'y a pas de vente en fait sur le web, il y a des achats. Toutes les technologies que vous allez voir, que vous connaissez très bien sur Amazon, on va vous présenter les choses un peu mieux, sur Netflix, ils vont vous montrer la série auquel vous n'aviez pas pensé mais qui va vous plaire. En fait, ce n'est pas de la vente. Il y a des probabilités, on va vous présenter les choses pour augmenter la probabilité que vous achetiez, mais personne ne vous vend ce que la vente, c'est ce que vous avez présenté juste avant. D'accord ? Par contre, on est capable de mieux vous connaître. On est capable de, quand vous allez sur Netflix, au final, on a peut-être tous utilisé Netflix, on a peut-être tous un compte, peut-être qu'on utilise tous le compte de la même personne, je ne sais pas. Mais on a peut-être tous un compte sur Netflix. Et ce qui se passe vraiment, et là où le web ça change tout, c'est que tous nos cerveaux en fait sont branchés en direct sur celui des scénaristes. Et ils sont capables de dire oh là là, mais ils adorent quand on met du sang dans telle scène, la prochaine série, la prochaine saison, on mettra un peu plus de sang et ils vont aimer encore plus. C'est ça qui se passe avec le web, par contre on n'est pas capable de vendre sur Internet. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'Amazon, ils ont essayé de mettre des voitures, de vendre des voitures sur Amazon, ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi parce que en fait on a besoin d'être accompagné quand on achète une voiture. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer juste après.
quand on voit, on en a parlé déjà aujourd'hui, on ne va pas revenir trop dessus, mais on sait déjà que Amazon, je vais envoyer les slides si vous voulez. Donc Amazon, on le sait, on le voit, il n'y a pas de débat là-dessus, d'accord? Il y a beaucoup de magasins qui ont fermé partout, d'accord? Dans tous les domaines, etc. Mais il y a quelque chose qui est très bizarre, je ne sais pas si vous avez remarqué, en même temps, Amazon eux-mêmes ouvre des magasins. Vous vous dites, mais attendez, ils ont créé une technologie qui est capable de faire fermer les magasins de tous leurs concurrents, mais eux, ils en ont. Puis pareil, alors moi, il y a un truc que j'ai vraiment pas vu venir. Est-ce que vous connaissez la marque Casper, les matelas Casper? Ça vous parle? Donc eux, ils sont arrivés en pitchant, oui, mais en fait, les matelas, c'est pas du tout un truc compliqué. Quand vous allez à l'hôtel, tout le monde est content de son matelas. Et puis quand vous allez dans un magasin qui vend des matelas, ils vous expliquent que c'est vraiment, alors là, il faut regarder l'épaisseur du truc. Donc en fait, nous, on va vendre des super matelas, il y a un modèle et c'est terminé. Et pourtant, là maintenant, ils sont en train d'ouvrir des magasins partout parce qu'ils se rendent compte que c'est indispensable. Alors qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est super important parce que nous, ce qu'on pense en tout cas, c'est que ce qu'on fait dans le retail, c'est indispensable pour trois choses. On va pouvoir donner une expérience qui est importante, surtout quand c'est un achat avec un fort enjeu, d'accord? On va pouvoir fidéliser, ce qui coûte de plus en plus cher. Donc quand c'est des achats en plus qui sont réguliers, même si c'est passé entre 5 et 7 ans pour la voiture par exemple, mais on a besoin de fidéliser. Quand il y a des coûts d'acquisition qui sont élevés, c'est vraiment très important. Et surtout, on va pouvoir accompagner le client. Donc dans tous les cas, dans tous les achats, en fait, on a besoin d'être accompagné, d'avoir une expérience client positive et d'être fidélisé. Mais en fait, quand on a un achat qui est complexe, comme acheter une voiture, comme acheter un appartement, comme les produits bancaires, les assurances, etc., et bien là, ça devient indispensable. Donc qu'est-ce que ça veut dire à conclusion? C'est que les concessions ont de beaux jours devant eux. Il y a un truc qui s'est passé, je crois que c'est cet été, qui est super intéressant, c'est Tesla qui annonce que il va fermer toutes ses concessions en Europe. Je ne sais pas si vous avez suivi. Tout le monde connaît Tesla. Et les voitures, super. Donc Tesla qui annonce qu'ils vont fermer toutes leurs concessions en Europe pour baisser le prix d'acquisition de l'électrique. D'accord? Bon, c'est intéressant. Puis en même temps, il y a Peugeot qui explique qu'au contraire, eux, ils vont en ouvrir plein des concessions parce qu'ils veulent se rapprocher des gens. Donc ils vont ouvrir des concessions dans les centres commerciaux. Parce que c'est la proximité, ils ont compris que c'est la proximité qui leur permettait de vendre plus. Alors là, on se dit, bon, premièrement, personne n'a trouvé la recette, d'accord? C'est pas encore s'il faut vraiment le faire en ligne ou s'il faut le faire en physique, à quel point le rôle du retail est important, et donc le rôle du vendeur. Donc nous, notre analyse, c'est la suivante, c'est qu'au final, Tesla, leurs voitures, elles sont elles sont super, mais leur offre, elle n'est pas si complexe, d'accord? La voiture, on se renseigne dessus, on sait, ils ont 3 ou 4 modèles. C'est Peugeot, on n'a pas eu le temps de faire le calcul, mais entre le nombre de modèles qu'il y a et les options que vous pouvez choisir, vous avez vraiment besoin d'avoir un accompagnement, une expérience qui est positive, et surtout, vous allez devoir être fidélisé parce que vous allez devoir rentrer dans l'expérience Peugeot pendant quelques années. Donc, conclusion, les concessions ont de beaux jours devant elles, et les vendeurs aussi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ça c'est Jonathan, mon associé, qui s'en va parce qu'il rentre sur Paris. Mais on a fait tout ça ensemble, donc j'ai pas eu le temps de le remercier en sa présence. Au revoir Jonathan. Donc voilà, donc si là on a compris, en tout cas nous on est convaincus que les concessions, à part celle de Tesla, ont beau jour devant elles, donc il va y en rester des vendeurs. Les vendeurs du marché, on vient d'établir aussi que finalement c'est les tâches répétitives, en gros les trucs chiants qui vont être gérés par les IA et le reste qui va être géré par les êtres humains, on n'a toujours pas compris ce que ça veut dire pour les vendeurs. Donc les vendeurs dans l'auto, ils ont en fait, je ne sais pas s'il y en a ou si vous avez des vendeurs auto dans votre famille, mais leur boulot est déjà impacté par l'intelligence artificielle. Si vous cherchez à comprendre l'impact de l'IA dans le futur, c'est pas dans le futur, c'est maintenant. Ceux qui ont eu l'opportunité d'acheter une voiture il y a très longtemps et maintenant, vous l'avez vécu, le parcours utilisateur est complètement différent. Et les vendeurs, ils sont perdus face à ça. C'est-à-dire que, c'est quoi le parcours d'achat d'une voiture il y a ne serait-ce que 10 ans, 10 ans, il y avait déjà Internet, mais les gens n'avaient pas encore l'habitude. Donc qu'est-ce qu'on faisait à l'époque? J'ai l'idée en tête que j'ai envie d'acheter une voiture, puis mon réflexe, c'est d'aller dans la concession juste en face pour demander une brochure. D'accord? Je vais demander une brochure, et je vais rencontrer un vendeur. Je vais discuter avec lui, il va me donner, alors voilà, prenez ci, ça, et puis on se revoit dans 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Je rentre chez moi, je discute avec la famille, les amis, etc. Oui, mais le vendeur m'a dit ça, il s'y connaît mieux que nous tous. Je retourne acheter ma voiture, tout se passe bien. Aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. En fait, c'est un peu comme les médecins avec Doctissimo, si vous voulez. Les acheteurs de voitures, ils vont sur Internet, ils se renseignent,
ils voient la vidéo YouTube du test, machin, le comparatif de bidule, ils prennent énormément de temps, mais du coup, ils deviennent experts eux-mêmes, et quand ils arrivent, ils savent exactement ce qu'ils veulent. Donc en fait, les vendeurs qui avant étaient dans la négociation, qui étaient dans l'argumentation, tout ce qu'on vient de voir juste avant, ils ne peuvent plus le faire. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est avant, le vendeur c'était un point de référence pour avoir des informations sur la voiture, et puis en fait, c'est plus le cas. Maintenant, on va sur Google. Maintenant, on demande à nos amis, à notre famille, et puis en plus, il y a les clichés qui collent au vendeur, c'est-à-dire le vendeur un peu collant qui va essayer de vous vendre à tout prix sa grand-mère. Ça, c'est le cliché. Quand on regarde les études, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que les acheteurs viennent expliquer que quand ils arrivent en concession, donc ça c'est en 2019, hein, pas en 2008. En 2008, le vendeur est fantastique, il est formidable, il vous a aidé à choisir, c'est top. En 2019, c'est pas pareil. En 2019, quand le client arrive en concession, il explique que le vendeur ne lui a pas adressé la parole. Il a pris 15 minutes avant que quelqu'un ait lui parler. Pour les rares qui passent encore des coups de téléphone, 3 appels sur 5, personne ne répond. Alors vous dites, bon bah, c'est bizarre, si les vendeurs sont ni en train de parler avec les clients, ni en train de répondre au téléphone, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ce qui s'est passé, c'est que pendant toutes les semaines, les mois en fait, que le client passe à se renseigner sur Internet, ben, il va remplir des brochures. Avant, quand il demandait une brochure, maintenant la brochure s'est transformée en formulaire. Il va remplir des formulaires pour avoir sa brochure en PDF. Puis il va laisser son email pour un comparatif. Tout ça, en fait, ben, c'est le moment où vous, en fait, pas le client, vous allez devenir un lead. D'accord? Donc en 2008, le même vendeur, quand il avait 3 leads dans la journée, donc un le matin, un midi et un soir, qu'il pouvait traiter, prendre le temps. D'accord? Aujourd'hui, il en a 15 par jour. 15 par jour, c'est 1 toutes les 30 minutes. Imaginez-vous, demain matin, vous êtes vendeur, toutes les 30 minutes, il y a une nouvelle, il y a un nouveau lead qui tombe. Donc, une personne, on nous dit qu'il est intéressé pour faire peut-être un test, il faut l'appeler, quelqu'un qui explique qu'il va venir bientôt, etc. Comment on peut traiter autant de demandes en si peu de temps? En fait, c'est un peu le même problème que Bill Gates avait en 2004, sauf que là, il n'y a pas de filtre spam, parce que ce n'est pas du spam, c'est des leads, et il n'y a pas 40 personnes qui sont là pour créer ça. Donc, aujourd'hui, le vendeur, il est un peu dépassé par tout ça, et surtout, il a perdu son rôle de référence sur l'information d'un véhicule. Donc, la conclusion, c'est que c'est plus une référence pour l'information. Les gens viennent de moins en moins en concession. Quand ils appellent, ils ont du mal à avoir des informations. Donc, le vendeur est presque sorti du circuit. Et cerise sur le gâteau, quand un acheteur vient acheter une voiture d'occasion, il y a 3 chances sur 4 qu'il allait acheter sur le bon point. Donc, finalement, le vendeur, on ne sait même plus trop vraiment, il est en train de perdre ça. Donc, nous, notre conviction, c'est quoi? C'est de dire que l'acheteur, ce qu'il veut, c'est une relation durable avec son vendeur. Puisque finalement, c'est le deuxième achat le plus important de la vie après l'immobilier. Donc, c'est un achat qui se fait en confiance. Cette confiance, on ne peut pas l'avoir sur Internet. Il faut qu'il y ait des gens qui aient le temps, en fait, de créer cette relation. Et c'est là où l'intelligence artificielle va pouvoir venir jouer un rôle. Et c'est ce qu'on est en train de construire avec la. Donc, le parcours d'achat, je voulais un petit peu détailler. Il a beaucoup changé. Mais vous voyez qu'il y a 13 semaines qui se passent, en fait, entre le moment où on a compris qu'on avait besoin de changer de voiture, il y a un bébé qui arrive, j'ai une promotion, donc là je ne sais pas, où on déménage, en général c'est ça d'ailleurs. Il va se passer plus de 3 mois, plus de 3 mois avant d'arriver dans la concession. Et c'est pendant ces 3 mois que vous, en fait, achetez, parce que tôt ou tard vous allez peut-être acheter une voiture. C'est une autre discussion si vous allez le faire ou pas, mais le jour où vous achetez une voiture, il va se passer 3 mois entre le moment où vous dites tiens, j'ai envie d'acheter une voiture, et le moment où vous arrivez en concession. Et c'est pendant ces 3 mois que vous allez vous dire je sais que je veux tel modèle, telle option, au moins de 100 000 km, et je connais déjà le prix. Donc en fait, le vendeur, il fait la transaction. Donc pour que le vendeur puisse reprendre sa place, pour que le vendeur puisse redevenir une référence, pour que le vendeur puisse créer une relation durable avec vous, bah, vous allez me dire c'est évident, il faut qu'il vienne dès le début. C'est là où on va pouvoir donner des conseils. Pour faire gagner du temps, personne n'a envie de passer 3 mois à chercher des informations. D'accord? Et comment on peut faire ça? C'est là où ça devient compliqué. On ne peut pas appeler toutes les semaines tout le monde pour dire bon, alors est-ce que tu vas commencer ton processus d'achat ou non? Bon, d'accord, je te rappelle la semaine prochaine. On ne peut pas faire ça, c'est pas possible. C'est là où il faut trouver une solution. Juste, vous avez remarqué que pour renforcer le point du vendeur qui est plus une source de référence, même une fois qu'on est passé en concession, qu'on a discuté avec le vendeur, on a des informations, on passe encore 1 mois à se rassurer, à vérifier les informations sur Internet. Donc vraiment, le vendeur, il est tout chamboulé depuis que Internet est là. Est-ce que vous pouvez essayer une solution?
Donc, il y a quelqu'un qui a voulu faire une blague avec les 2 roues dans les voitures. Faut pas se donc anticiper, c'est comprendre qu'est-ce qu'on fait. En fait, simplement, l'idée, c'est essayer d'anticiper le moment où vous allez rentrer dans une phase où vous allez chercher, vous allez changer de mode de vie pour pouvoir vous accompagner. C'est ce qu'on appelle, nous, un jumeau numérique, c'est-à-dire qu'on va prendre les informations qu'on a sur vous qui sont anonymisées, d'accord ? Rien qui vous permet de vous identifier. On va s'arrêter à votre prénom. On va regarder le code postal de la concession où vous avez acheté votre véhicule. Et on va partir du principe que c'est le vôtre. Et si on l'a, peut-être qu'on prendra. Mais aucune information qui permet de vous identifier ou de vous démarcher. Et à partir de ça, on va pouvoir, par exemple avec votre prénom, si vous vous appelez Odile ou si vous vous appelez Lisa, on va pouvoir avoir une idée peut-être de votre âge. À partir du moment où on a une idée de votre âge et de votre code postal, avec toutes les données publiques qui existent, avec tout ce qu'il y a sur Internet, sur Twitter, etc., on va avoir une idée de vos centres d'intérêt. On va avoir une idée de votre style de vie, de combien d'enfants vous avez, de si vous avez plutôt une place de parking ou si vous habitez en colocation. Toutes ces informations-là, on les a compilées et en fait, on ne peut pas les lier à vous, donc ce n'est pas du tout vos informations. D'ailleurs, si vous changez d'avis ou si vous mettez en coloc une semaine après qu'on ait fait notre estimation, on ne pourra jamais le savoir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle votre jumeau numérique, c'est un espèce de personnage que vous avez vu juste avant. Mais au lieu d'en avoir 8 ou 10 comme vous apprenez à l'école, nous on a plusieurs millions et en fait, il y en a un pour chaque personne qu'on va pouvoir passer dans nos systèmes. Et ça, c'est votre jumeau numérique. À partir du moment où on a votre jumeau numérique, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va mettre ces informations-là dans notre algorithme. Et l'algorithme, on a basé sur le processus de décision d'un acheteur automobile. Je crois que c'est la seule après. Le processus de décision d'un acheteur automobile, bon, il est un peu chaotique, mais entre le moment où on sait qu'il y a un besoin, on va lui poser la question. Est-ce que tu as un besoin ou non? On va demander au jumeau numérique. Il va nous répondre. Lui, on peut lui poser la question toutes les semaines, il ne va pas nous envoyer de mail. Une fois qu'il nous a dit que oui, c'est le moment où il pense qu'il va changer de mode de vie, on va vérifier son budget. Oui ou non, est-ce qu'il a le budget pour le faire? Ensuite, pareil, on va faire la même chose pour choisir les modèles. Voilà les modèles qu'on a en concession. Est-ce que ça peut t'intéresser? Est-ce qu'il y a un modèle qui correspond à ton mode de vie? Puisque tu n'as pas de place de parking, tu as besoin d'un modèle un peu plus petit que les autres. Et donc en fait, tout ça, on a beaucoup bossé pour que chaque étape, on puisse en fait, chaque étape du processus de décision, on puisse mettre des probabilités derrière dans nos modèles. Et à la fin, on est capable de dire, sur la liste de 100 personnes, il y en a 10 qui en ce moment sont en train, probablement, une probabilité très élevée, d'être en train de changer de véhicule. Et sur ces 10, il y en a 3 qui cherchent exactement un des véhicules qu'on a en stock. Donc finalement, le vendeur, qu'est-ce qui se passe? La partie répétitive, où il n'y a pas besoin de contexte, c'est-à-dire analyser les informations sur un client et regarder les informations qu'il y a en stock pour comparer, tout ça, on est en train de l'automatiser. Et c'est cette partie-là qui est très difficile à faire, puisque comme vous avez dit, on est passé de 3 leads par jour à 15, et on a donc un lead toutes les 30 minutes. Aucun vendeur n'arrive à le traiter correctement en même temps que les sollicitations qu'il y a au téléphone ou en concession. Donc ça, du coup, le traitement de est-ce que c'est un lead qui va être sérieux, est-ce que c'est un lead qui correspond à ce qu'on a besoin, ça va être traité par la machine. Donc, tout ce que je viens de vous expliquer, on l'a résumé dans un modèle qui a été fait par Cyprien, qui est juste là. C'est lui qui a inventé ce truc. Mais c'est un stagiaire qui s'en va, parce qu'il cherche un super stagiaire data scientist. Ne vous piquez pas. Et donc voilà, on a appelé ça la fibre, parce que c'est rigolo comme nom, mais surtout parce que F comme famille, I comme implication. Est-ce que vous êtes impliqué dans votre achat, ou est-ce que vous êtes passionné de voitures, vous voulez le dernier modèle et disponibilité, ou est-ce que vous cherchez juste à faire un achat parce que voilà, vous avez vraiment besoin précis, etc. Le B comme budget, parce que vous avez compris que c'est une question qui revient souvent, donc c'est un algorithme qu'on va interroger à plusieurs niveaux. Et le R comme rationnel. Est-ce que c'est un achat qui est rationnel? Vous allez peser le pour et le contre. Vous allez regarder le retour sur investissement, etc. Ou est-ce qu'au contraire, c'est un achat qui est émotionnel, vous voulez la voiture jaune parce que vous plaît. Et évidemment le E comme l'écologie. Alors en fait, on se rend compte, plus on analyse les données, que c'est pas du tout un critère chez les acheteurs. Donc on n'y peut rien. Voilà. Mais on essaie quand même de le prendre en compte autant que possible. Donc la fibre, c'est juste pour. Je ne sais pas si on a le temps de rentrer en détail dedans, mais voilà comment on a travaillé. On a vraiment tout séquencé. En fait, on aurait pu faire un modèle en deep learning, une black box,
qui nous dit tout de suite cette personne va acheter ce véhicule sans jamais comprendre pourquoi. Et ça, c'est pas possible. On ne peut pas le faire, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que finalement, c'est même pas un algorithme, c'est tout l'UX qui va avec pour le vendeur. Parce qu'il faut que il soit en confiance. Donc il va appeler quelqu'un pour qu'il puisse savoir pourquoi est-ce qu'on lui a recommandé d'appeler cette personne en premier, pourquoi est-ce qu'on lui a recommandé de lui proposer ce véhicule. Donc là aussi, l'UX, en fait, sur laquelle on travaille, c'est l'UX pour le vendeur. Mais elle est importante parce que ça va changer l'expérience que le client final aura. D'accord? Donc, je ne vais pas arriver de ce qu'il y a derrière chaque ligne de ces lettres parce qu'on n'aura pas le temps aujourd'hui, mais voilà comment on a travaillé. Suivant. Donc ça, au final, c'est une des questions qu'on s'est posées au tout début de l'aventure, c'est quel est... ouais, 2 minutes, j'ai fini. Le rôle du... c'est la conclusion, ça va, je suis sur le temps. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un vendeur en 2030? Un vendeur automobile, c'est plus un vendeur automobile, c'est un conseiller en mobilité. Pourquoi? Parce que les produits deviennent de plus en plus complexes. Il y a plein de choses qui vont changer. Le financement va devenir de plus en plus complexe. Est-ce que vous allez le louer? Est-ce que vous allez être en leasing? Est-ce que vous allez le revendre tous les 3 ans parce que c'est le moment avant que le prix de votre véhicule baisse trop, etc. Il y a des assurances, il y a tout plein de choses qui vont changer. Et en fait, ça va être un conseiller en mobilité qui va vous accompagner tout au long de votre vie pour savoir à quel moment vous devez faire quoi pour optimiser votre situation, plutôt qu'un simple vendeur qui va passer les prix. Donc voilà, du coup, ça veut dire que le rôle de l'avant-vente et du service après-vente, en fait, vont devenir considérablement important, un peu comme dans l'exemple avec les secrétaires, qui avant prenaient juste les rendez-vous, qui le mettaient sur l'agenda en papier, et qui maintenant gèrent les priorités pour leurs patients, et qui ont presque le même niveau de responsabilité que leurs patients. Là, ça va être pareil. Le vendeur, il va plus simplement signer les devis et les factures, il va vous conseiller tout au long de votre vie, et c'est grâce à moi ici, ça, et à l'équipe que vous voyez juste en face de vous. Voilà.